Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale pour que la redistribution des fruits de la croissance passe aussi par l'amélioration des conditions de rémunération des agents publics, d'autant plus que le succès du PSE est également tributaire d'une administration compétente et motivée. L'enveloppe des bourses a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 24 milliards en 2011 à 68 milliards en 2023, les bourses étrangères étant de 7 milliards par an. Les retraités ont vu leurs pensions nettement améliorées, de même que les militaires en situation d'invalidité. Enfin, de multiples emplois ont été créés dans le secteur privé, notamment grâce à la robustesse de la demande intérieure privée, aux grands chantiers, à l'essor de nos exportations aussi. Entre 2012 et 2018, c'est 367 356 emplois qui ont été créés. Cette tendance se poursuit en 2019 avec 65 404 emplois et en 2019, 63 490 en 2020 et 68 866 emplois en 2021. Sur le plan diplomatique, l'expression du leadership international du président de la République Macky Sall nous honore, notamment avec son élection à la présidence de l'Union africaine. Il a brillamment contribué à davantage faire entendre et considérer la voix du continent sur des questions multilatérales d'importance cruciale, telles que la réforme de la gouvernance mondiale, spécialement le Conseil de sécurité des Nations unies, l'architecture globale de la santé, la réallocation des droits de tirage spéciaux à l'Afrique, l'octroi d'un siège permanent au G20 pour l'Union africaine, la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, la transition économique juste et équitable, le respect de nos valeurs de culture et de civilisation. Quant au sport, le président de la République a réussi à construire un système sportif performant qui contribue au développement économique et social de notre pays et à son rayonnement culturel. Nos investissements utiles effectués se sont traduits, entre autres, par la mise en service du Dakar Arena, du stade Abdoulaye Wade, ainsi que de l'arène nationale, qui a été pendant longtemps une sollicitation des amateurs de lutte et qui permet de valoriser notre sport national. Les travaux de rénovation des stades Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye, Elie Manel Fall et Aline Sitoé Diatta ont démarré en 2022, tandis que les travaux de mise aux normes se sont poursuivis pour les stades Lat Dior et ont permis son homologation par la CAF et la FIFA en 2022. D'autres projets d'infrastructures devront être exécutés en 2023. Il s'agit des stades de Bambey, Niéniène, Tivaouane, Malika, sans compter la réfection de plusieurs infrastructures sportives, notamment la piscine olympique, les stades de Cambérène, des Parcelles Assainies, d'Alassane Djigo de Pikine et de Caroline Faye de Mbour. Sur le plan des compétitions internationales, dans plusieurs disciplines sportives, notamment les sports de combat, le handball, le beach soccer et le football, des niveaux de performance jamais atteints auparavant ont été réalisés. S'y ajoute l'heureuse perspective pour notre pays d'accueillir pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Je profite de cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à notre chère équipe nationale de football pour sa participation plus qu'honorable à la Coupe du Monde actuellement en cours au Qatar. La joie et la fierté que vous avez apportées au peuple sénégalais sont encore vives dans nos cœurs et nos esprits lorsque vous avez gagné pour la première fois de notre histoire le trophée continental. Mesdames, Messieurs les honorables députés du peuple, les premiers succès du plan Sénégal émergent se sont matérialisés par des réalisations tangibles. Assurément, les infrastructures économiques de notre pays ont été fortement consolidées grâce à la mise en œuvre de grands projets du chef de l'État Macky Sall, notamment les programmes d'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, avec ses 4 volets, allègement des travaux des femmes, hydraulique rurale, pistes rurales et électrification rurale,
a été conçu en 2015 en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités. Ces performances en ont fait un modèle dans la sous-région. Il a bénéficié d'un financement à hauteur de 220 milliards de francs CFA. Le Promoville, comportant 3 volets, voirie urbaine, assainissement et éclairage, a été lancé en 2016. Il a eu des résultats satisfaisants en termes de développement des infrastructures, d'aménagement et d'appui aux collectivités territoriales et a bénéficié d'une enveloppe financière de 151 milliards. Le PUMA, qui intervient dans la zone frontalière pour satisfaire les attentes légitimes des populations, lancé en octobre 2016 sur financement interne de l'État, vise l'équité territoriale par la modernisation des axes et territoires frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations de ces zones. Son bilan est satisfaisant, avec une mobilisation de ressources internes de 15 milliards de francs dans les volets santé, hydraulique, éducation, désenclavement et agriculture. Ces programmes ont permis de moderniser et d'étendre les voies de communication. Les réseaux routiers et autoroutiers ont été densifiés. Ainsi, l'autoroute Ila-Touba, les routes du sud, du Dandemayo, le pont Nelson Mandela de Foundiougne, celui de Marsassoum et les 18 autoponts de Dakar constituent de véritables leviers économiques pour ces zones à fort potentiel. Par ailleurs, 6 673 km de pistes rurales ont été réalisés pour désenclaver les territoires de l'intérieur. Le train express régional Dakar-Diamniadio fait le bonheur quotidien des populations de Dakar et de ses environs. La finalisation du dossier de l'autoroute du Nord est en cours, en même temps que l'exécution de celle Mbour-Fatick-Kaolack. Le développement et la restructuration du réseau électrique a permis d'atteindre un taux d'électrification au niveau national de 80% en 2022. Le taux d'électrification rurale est passé de 27 à 58%. L'équité territoriale a été incontestablement renforcée par l'élargissement de la carte scolaire. C'est ainsi que 35 897 salles de classe, 64 daara modernes, 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel et 14 espaces numériques ouverts ont été construits et équipés depuis 2012. L'équité sociale et l'efficacité du système de santé ont été largement améliorées, spécialement à travers le recrutement important de professionnels, la mise en service de nouvelles structures, 300 postes de santé, 18 centres de santé, 9 hôpitaux, notamment à Sédhiou, Kédougou, Kaffrine et Touba. Grâce à ces investissements, le secteur a connu une augmentation de la capacité litière et a permis la mise à disposition de spécialités jusque-là inexistantes dans ces zones depuis l'indépendance. La vigilance et la sécurité ont été renforcées dans nos structures sanitaires pour éviter les accidents qui ont eu à être notés. La résilience des ménages et l'inclusion sociale ont été considérablement raffermies. Conformément aux indications du président de la République, le pouvoir d'achat a été soutenu pour réduire considérablement les inégalités. En définitive, en 2022, les subventions ont coûté 717 milliards, soit 4,4% du produit intérieur brut. C'est ainsi que le secteur de l'énergie a bénéficié de subventions directes de plus de 300 milliards. Celles-ci ont permis de maîtriser les prix de l'électricité, du gaz butane et du carburant, particulièrement le gasoil, qui constitue le produit pétrolier le plus utilisé par les consommateurs aux revenus plus modestes. La stabilisation des prix de produits de grande consommation des ménages aura coûté 157 milliards en 2022. Les principaux produits concernés par ce soutien direct aux ménages sont le blé, le riz, le sucre et le maïs et l'huile. Un montant de 450 milliards est prévu au titre des subventions pour l'année 2023, dont 350 pour l'énergie. En tout état de cause, en 2023, les subventions ne dépasseront pas 2,2% du PIB. Parallèlement, des mesures spécifiques sont prévues pour les réduire, notamment dans les domaines de l'électricité et du carburant, pour éviter des dérapages budgétaires susceptibles de porter atteinte aux équilibres. Mieux, la distribution des subventions sociales
sera davantage ciblée. La différenciation sera opérée entre bénéficiaires, de sorte à fournir plus d'aide à ceux qui en ont le plus besoin. En outre, la gouvernance de la Sénélec sera réformée à travers sa restructuration qui est déjà en cours. Ainsi seront créés un holding qui sera le concessionnaire vis-à-vis de l'État et de ses filiales. La séparation comptable est effective depuis 2019. La séparation juridique et organisationnelle sera finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2023. L'action de rétablissement des grands équilibres qui a été initiée à travers la mise en œuvre du PAP 2A et les programmes de relance et de redressement commence à porter leurs fruits. Notre économie est non seulement en phase d'absorber les chocs exogènes, mais elle est en train d'engranger les dividendes d'une politique cohérente de résilience et de consolidation des acquis. La bonne nouvelle est que les perspectives pour les mois prochains sont nettement meilleures. Grâce au sacrifice de l'État et des partenaires sociaux lors des concertations citoyennes contre la vie chère, le président de la République Macky Sall a baissé les prix des produits et services de grande consommation. J'adresse un appel solennel aux industriels, aux commerçants, à maintenir cet élan patriotique pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. En tout état de cause, le gouvernement se fera fort de protéger davantage les consommateurs, surtout les plus vulnérables. C'est ainsi que, sur instruction du président de la République, le gouvernement, tout en privilégiant le dialogue et la concertation, va garantir le respect de la réglementation. Il procédera au recrutement de 1000 volontaires de la consommation dans le but de renforcer le contrôle des prix. Le président de la République Macky Sall veut un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Voilà pourquoi il a mis en place d'importants programmes d'équité sociale. Il a instauré une bourse de sécurité familiale pour les familles défavorisées, conditionnée à des critères de revenus, d'inscription et d'attitude à l'école des enfants, afin de combattre les injustices sociales et les inégalités pour une meilleure répartition de la richesse nationale. Ce programme, lancé en 2013, a bénéficié jusqu'en 2021 de 164 milliards de francs CFA, ce qui a permis de mettre à la disposition de plus de 316 000 ménages démunis une bourse de 25 000 francs par trimestre pendant 5 ans, soit 100 000 francs par an, pour renforcer les moyens d'existence et les capacités éducatives et productives. En 2022, à travers les bourses de sécurité familiale, l'État a soutenu financièrement 543 000 familles, les 543 000 familles les plus vulnérables à hauteur de 42 milliards pour consolider leur pouvoir d'achat. Quant à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'esprit d'entreprise a été libéré. Le gouvernement a mis en œuvre divers programmes dédiés à l'insertion professionnelle, à la promotion de l'auto-emploi des femmes et des jeunes, notamment avec le programme Xëyu Ndaw ñi, doté d'une enveloppe de 450 milliards. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards de francs au profit de plus de 204 000 bénéficiaires, dont 75% de femmes. Ces financements ont touché 552 communes des 46 départements du pays. En plus de cet accompagnement financier, l'ADER assure à ses bénéficiaires un appui non seulement financier. Ainsi, c'est 10 259 entrepreneurs qui ont bénéficié de la formation. 4 559 unités économiques ont été immatriculées. 415 start-up sont suivies présentement. Le PSE a aussi permis de renforcer les institutions de la République. C'est ainsi que le gouvernement se fera fort d'affermir l'État républicain. Cette consolidation passe par la modernisation de l'administration, l'amélioration du fonctionnement de la justice et le renforcement de la sécurité et de la stabilité sociale qui sont les fondements d'une paix durable. La modernisation et l'amélioration de la performance de l'administration sénégalaise constituent le premier facteur de consolidation de l'État républicain. En effet,
L'administration publique reste le bras séculier de l'État. Le gouvernement va continuer l'effort de modernisation de notre administration pour en faire une véritable administration de développement, une administration au service du développement. Je crois profondément aux femmes et aux hommes qui travaillent dans notre administration, parce que je reconnais leur sens élevé du service public. Je ferai en sorte qu'ils soient une véritable force d'action, convaincus que je suis par leur aptitude à s'organiser, à réfléchir et à proposer des solutions pragmatiques à partir de leur expérience du terrain. Nous le savons tous. Notre administration a toujours constitué le socle de notre unité nationale, le gardien de notre stabilité et le régulateur de nos transitions politiques. Elle soutient de façon indéfectible la mise en œuvre de nos politiques publiques. Elle contribue aussi à maintenir notre nation au rang de démocratie majeure et apaisée. Par ailleurs, l'amélioration continue des conditions de travail des agents est une exigence pour permettre la délivrance de services adéquats aux usagers. L'administration sera renforcée aussi bien dans ses moyens que dans son organisation. J'en prends l'engagement devant la responsabilité nationale au nom du président Macky Sall. J'entends, depuis le plus profond de nos territoires, une demande pressante de transformation du secteur public. Le gouvernement ira encore plus loin et cela passera principalement par la poursuite des efforts de formation et de renforcement des capacités, la promotion de l'éthique et de la déontologie, le dialogue et la collaboration permanente avec les partenaires sociaux, mais également la dématérialisation des procédures administratives. À ce propos, le programme d'appui à la modernisation de l'administration sera renforcé pour permettre une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. De nos jours, plus que par le passé, la communication est la pierre angulaire des relations entre l'État et les citoyens. L'efficacité du lien qui les unit repose sur la compréhension mutuelle. L'administration doit être l'oreille d'un État à l'écoute de son peuple et surtout l'artisan des réponses aux besoins exprimés par les citoyens et les usagers. Pour cela, la communication gouvernementale et administrative va miser sur une approche pédagogique moderne à travers l'accessibilité et la diversité des canaux de communication grâce notamment aux opportunités que nous offrent le numérique et les réseaux sociaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, le deuxième facteur qui va contribuer à consolider l'État républicain consiste à moderniser la justice et à apporter plus de célérité dans son fonctionnement. Les attentes légitimes du corps social envers notre système judiciaire sont de plus en plus grandes. C'est ainsi que l'amélioration des conditions de fonctionnement du service public de la justice constitue une priorité de l'action gouvernementale. Le bon fonctionnement de cette institution doit se traduire par un service aux usagers accessible, efficace et efficient. Il est alors primordial de consolider l'action de la justice au service de nos concitoyens. À cet effet, les conditions de travail des magistrats, des auxiliaires et des travailleurs de la justice seront améliorées à travers la modernisation des infrastructures judiciaires. En outre, la mise en œuvre du projet de construction et d'équipement de l'école de la magistrature et des professionnels du droit permettra de recruter et de former plus d'agents de la justice afin de réduire la durée des procédures. Afin d'aider la justice à faire jouer à la prison sa véritable mission, qui est de protéger la société, d'assurer la sanction du condamné et de préparer sa réinsertion professionnelle, le gouvernement va améliorer les conditions matérielles de détention ainsi que les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire. En outre, il va continuer de lutter contre le surpeuplement carcéral. C'est ainsi que l'utilisation du bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et comme mode d'aménagement des peines sera effective dès le début de l'année 2023. Le centre de surveillance électronique mis en place à cet effet a été inauguré le mois dernier. Mesdames et Messieurs les honorables députés, le troisième élément consolidant l'État républicain
et le renforcement de la sécurité et la stabilité sociale, gage d'une paix durable. La liberté d'expression est le fondement de toute démocratie. Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information fiable et transparente. Notre pays a une longue tradition de protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté d'information et la liberté de presse. Ces droits ne sont cependant pas absolus. La responsabilité et la redevabilité en sont les corollaires. Ils s'exercent dans le strict respect des lois en vigueur et en conformité avec les règles d'éthique et de déontologie. Nous savons que le recours aux médias classiques n'est plus obligatoire pour communiquer. Les réseaux sociaux constituent une incontestable avancée pour la liberté d'expression. Ils ont révolutionné l'industrie des médias et les modes de communication en offrant aux citoyens et à la société civile une diversité de supports d'expression. En revanche, force est de constater que les libertés de communication et d'expression offertes par les réseaux sociaux génèrent des abus inacceptables. Violation de la vie privée, messages de haine, fausses informations, diffamation, harcèlement, appel à la violence, propagande terroriste, etc. Face à tant de dérives malheureuses, notre société s'interroge, s'inquiète et s'alarme. Elle exige de vous, de nous et de nous tous, des mesures fortes pour combattre les abus de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient. Fort de cela, le président de la République, Macky Sall, a donné instruction au gouvernement de réfléchir à un dispositif de régulation des réseaux sociaux et du cyberespace. De toute évidence, l'intervention publique doit reposer sur un équilibre entre une politique ferme, indispensable pour lutter efficacement contre les auteurs des abus et une logique de responsabilisation accrue des acteurs. Celle-ci passe par l'éducation, la sensibilisation et l'engagement citoyen des internautes. Dans cette perspective, le gouvernement va initier de larges concertations entre les acteurs dans le but de concilier la liberté d'expression avec le droit d'être protégé, contre la manipulation de l'information, le droit de ne pas être diffamé, injurié ou harcelé sur les réseaux sociaux. Mesdames et Messieurs les honorables députés, assurément, l'atout indéniable de notre pays se trouve dans la diversité des opinions, l'acceptation de la différence, le respect de chacun et la présence au sommet de l'État d'un pouvoir garant de ce qui est essentiel pour la nation comme pour la République, qui sont des facteurs d'équilibre, de stabilité et de progrès. Nous partageons tous l'idéal de liberté qui a toujours guidé les pays, les pas de notre nation, sans hésitation ni incertitude. Cet idéal sera protégé, tout comme l'ordre public sera maintenu en tout temps et en tout lieu. Pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité publique et le maintien de l'ordre, les effectifs de la police et de la gendarmerie ont été relevés et le seront davantage. Dans le même temps, plusieurs brigades, commissariats de sécurité et postes avancés aux frontières ont été rendus opérationnels. Parallèlement à la montée en puissance de la police scientifique ainsi que la création d'unités d'intervention spécialisées. Et pour mieux tenir compte de l'impact des technologies numériques sur notre société, sur notre sécurité, le gouvernement renforcera le cadre stratégique et opérationnel de la cybersécurité et organisera la prévention et la gestion des crises cyber. C'est ainsi que le combat contre l'insécurité sera poursuivi et accentué. L'insécurité, si elle se développe, pourrait menacer l'équilibre même de notre corps social. Elle doit donc être traitée avec détermination. Chaque Sénégalais mérite de se sentir en sécurité sur l'étendue du territoire de la République. Pour cela, la violence sera combattue sous toutes ses formes. Le gouvernement continuera de veiller à ce que toute personne vivant dans notre pays soit en sécurité et ait la chance d'y vivre en paix. Au demeurant, la paix en Casamance sera définitivement entérinée par une démarche qui prend en considération
l'intérêt de nos chers compatriotes établis dans cette belle région du pays. Le potentiel économique et le patrimoine culturel inestimable de cette région naturelle du Sénégal seront davantage exploités au profit de ses dignes fils et de l'ensemble de la population. Par ailleurs, la sécurité civile sera renforcée pour accroître la résilience des populations, de même que la prévention de la lutte contre les accidents de la circulation. Le gouvernement va finaliser et exécuter la stratégie nationale de protection civile pour l'adapter aux enjeux et défis du monde confronté à un nouveau cycle de catastrophes liées au dérèglement climatique. Mesdames, Messieurs les honorables députés, les défis sécuritaires persistent dans la région du Sahel en raison de la recrudescence des attaques terroristes et de l'élargissement progressif des zones d'influence des organisations extrémistes violentes. Au plan politique, des coups d'État ont affecté l'ordre constitutionnel dans certains pays de la sous-région, même si des avancées ont été notées dans le processus de transition ces derniers mois, principalement en raison du rôle éminent joué par la CEDEAO et l'Union africaine. Soyez rassurés que la défense de l'intégrité territoriale sera garantie, car il s'agit d'un principe inaliénable et non négociable. Vous savez que la sécurité du pays est vitale pour notre survie en tant qu'État et en tant que nation. De la sorte, aucun compromis ne sera acceptable et aucune concession ne sera faite dans ce domaine. Le gouvernement veillera à ce que les forces de défense et de sécurité soient en mesure d'accomplir leur mission. Notre appareil de défense et de sécurité nationale sera ainsi renforcé dans la posture adéquate pour pouvoir répondre comme il se doit à toute mission, aussi bien sur le plan national que dans le cadre d'opérations conjointes reposant sur des alliances ou sur des mécanismes de sécurité collective. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le gouvernement de combat sera donc un gouvernement de consolidation. Il sera aussi un gouvernement à l'écoute des populations. Nous sommes convaincus que la satisfaction de la demande sociale doit être la mère des batailles. L'écoute des populations fait connaître au gouvernement les besoins sociaux et les préoccupations de la jeunesse de notre pays. Sur cette base, il va garantir les solidarités essentielles à notre société, tout en offrant aux jeunes une place de choix dans ses politiques. Les ressources humaines sont la principale richesse de notre pays. Aussi, la vision du chef de l'État Macky Sall est-elle de faire de la croissance projetée une croissance quantitative, mais aussi une croissance qualitative à travers le renforcement du capital humain. La qualité de la croissance passe par la redistribution de ses fruits à toutes les couches sociales, surtout aux plus démunis. Sous ce rapport, l'éducation, la santé, l'accès au logement, la protection des consommateurs seront au cœur des préoccupations du gouvernement. Un effort particulier sera accordé à l'éradication de la faim et de l'extrême pauvreté. Être à l'écoute des besoins des populations signifie, pour le gouvernement, combattre la faim et lutter contre l'extrême pauvreté. Notre pays a développé des décennies d'efforts pour réduire la pauvreté. Le président de la République Macky Sall nous a donné instruction de poursuivre le combat avec une vigueur nouvelle. Il n'est pas concevable que tant de gens vivent dans un dénuement. Le gouvernement va s'atteler à accélérer l'éradication de la faim et de l'extrême pauvreté dans les zones touchées. De 2012 à maintenant, l'État du Sénégal a réalisé 133 956 raccordements au réseau d'eau grâce à sa politique de branchements sociaux qui a permis à 1 400 000 personnes d'accéder à l'eau courante. À ce titre, il est également prévu d'accroître ce dispositif d'ici 2026 d'au moins de 30% dans le périmètre urbain, à travers un projet de 70 000 branchements et de plus de 1000 km d'extension du réseau en cours de finalisation. La mise en service de la première phase du projet de KMS 3, le 28 avril 2021, a permis d'apporter une production journalière additionnelle au triangle Dakar-Mbour-Thiès. De plus de 130 millions de litres d'eau par jour, soit
65% de sa capacité maximale de production. Ces volumes supplémentaires ont permis d'améliorer considérablement la desserte en eau potable de Dakar et de sa banlieue. En effet, une bonne augmentation de la pression et la disponibilité de l'eau de manière continue est notée dans l'écrasante majorité des localités desservies. Le gouvernement finalisera la deuxième phase du projet KMS 3 avant la fin de l'année 2023. Il s'agit du surpresseur de Mékhé pour transporter vers Thiès, Dakar et Mbour les 100 millions de litres d'eau par jour. Les travaux complémentaires amélioreront la qualité de l'eau à Mbacké, Sadio, Taïf, Baïla et Darou Rahman à travers le système de transfert d'eau douce à partir de la localité de Sadio. Cette opération sera poursuivie jusqu'à Diourbel. Les travaux du projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, dont la première phase, d'un coût de 166 milliards, va démarrer en 2023. Le projet prévoit un transfert annuel de 530 millions de mètres cubes par an depuis le lac de Guiers jusqu'à travers des canaux à ciel ouvert sur un linéaire de 115 km en vue de mettre en valeur un potentiel annuel de 46 000 hectares pour promouvoir et redynamiser les activités agro-sylvopastorales dans le Ferlo. Le gouvernement va réaliser de nouveaux systèmes de production d'eau, renouveler et réhabiliter plus de 55 forages, étendre et densifier les réseaux avec 50 km dans la zone sud, 35 km dans la zone nord, 45 km à Touba et surtout développer un important programme de branchements sociaux dans les régions du centre. Ainsi, 39 731 branchements sociaux seront subventionnés, 91 000 personnes seront nouvellement desservies à l'eau potable et le taux moyen de disponibilité des forages ruraux passera à 96%. La conjugaison de toutes ces réalisations aura un impact significatif sur les indicateurs sectoriels. Ainsi, pour 2023, le taux d'accès à l'eau potable ciblée est de 100% en milieu urbain et 97% en milieu rural. La solidarité donne tout son sens au respect de la dignité humaine. Dans la continuité de la politique de soutien des ménages les plus vulnérables décidée par le chef de l'État Macky Sall, notre gouvernement poursuivra des mesures de soutien direct à travers, entre autres, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, l'appui aux filets sociaux pour préserver ces segments de la société de la précarité au nom du principe d'équité, de solidarité et de cohésion sociale. La mise en œuvre du programme de couverture maladie universelle à partir de 2015, en vue de porter le taux de couverture du risque maladie de 20 à 53% et d'améliorer l'accès aux soins pour tous et de relever le taux de couverture de l'assurance maladie de 20 à 75%, a mobilisé des ressources internes de 118 milliards sur la période 2015-2021. Ces concours financiers ont permis de porter le nombre de mutuelles de santé à 675 et d'enrôler 2 500 000 bénéficiaires, dont 1 500 000 membres des ménages bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale et 17 000 détenteurs de la carte d'égalité des chances. Ces cartes permettent aux personnes handicapées d'accéder aux services essentiels relatifs à la santé, à la réadaptation, au transport, aux finances, à l'éducation, à l'emploi et à la formation. Pour le gouvernement, être à l'écoute des populations se traduit aussi par la correcte prise en charge des besoins éducatifs des jeunes de notre pays. L'éducation et la formation pour demain et pour aujourd'hui constituent un pilier fondamental de la stratégie gouvernementale de satisfaction de la demande sociale. L'éducation joue un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre pays. C'est pour cette raison qu'elle constitue un des fondements majeurs du plan Sénégal émergent. Le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État Macky Sall, n'a pas plus haute ambition que de préparer l'avenir du pays. Cet avenir se construit à travers l'éducation et la formation de nos enfants. L'éducation sera ainsi au premier plan de notre action et j'entends m'y intéresser personnellement
d'abord par conviction et ensuite par devoir. Le gouvernement s'attellera à bâtir l'école du futur, comme l'a indiqué le chef de l'État. À cet égard, il poursuivra l'œuvre de rénovation entreprise afin de mettre en valeur notre plus importante ressource, le capital humain. Le numérique éducatif, la réforme des curricula doivent aider à former les Sénégalais de demain pour faire d'eux des citoyens engagés, des travailleurs qualifiés et des génies innovateurs, capables de faire face aux exigences de leur époque. Voilà l'enjeu. Voilà pour le gouvernement ce qui constitue un réel défi. Le gouvernement veillera à intégrer les nouveaux métiers dans la perspective de la mise en adéquation des formations et des exigences réelles du marché. En effet, notre économie ne peut se développer sans une main-d'œuvre compétente, en nombre suffisant et disponible préalablement à la création des emplois. Du reste, le Sénégal est aussi un pays profondément religieux. Le président de la République, Macky Sall, demeure sensible aux vertus et principes qui ont fait rayonner notre pays dans le monde. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a donné instruction au gouvernement de procéder au recensement des daras et de leur affecter 20% de la subvention destinée aux établissements d'enseignement. Mesdames, Messieurs les honorables députés, un gouvernement à l'écoute des populations est aussi un gouvernement qui prend à bras le corps leurs préoccupations en matière de santé. La santé pour tous constitue un pilier non moins essentiel pour faire de la croissance une croissance qualité. Ma conviction profonde est que la santé n'est pas un bien marchand, encore moins un luxe. Il s'agit d'un besoin humain fondamental et un droit social. C'est la raison pour laquelle le programme de la carte d'égalité des chances sera évalué et étendu. De même, la prise en charge des soins coûteux des personnes et groupes vulnérables sera renforcée. La CMU a permis de prendre en charge 11 000 femmes dans le cadre de la gratuité de la césarienne, 2 500 000 enfants de moins de 5 ans pour une gratuité des soins. Et elle a également permis d'alléger la prise en charge des personnes souffrant de l'insuffisance rénale chronique par la gratuité de l'hémodialyse, la prise en charge de ces dépenses onéreuses par l'État et une véritable bouffée d'oxygène pour des milliers de Sénégalais. L'État a accompagné cette mesure de gratuité par la construction et l'équipement de centres de dialyse pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. La politique de prévention est à la base de la politique de santé publique du gouvernement. Elle est tributaire, en premier lieu, de l'hygiène publique et des comportements alimentaires. L'offre de services de santé sera améliorée en quantité et en qualité. Elle sera élargie et rendue plus accessible. Le programme de digitalisation du système de santé va bénéficier d'un budget de 34 milliards. La réforme hospitalière va renforcer la territorialisation de l'offre des soins et la création de centres d'excellence pour une spécialisation et la modernisation des services d'urgence. De 2012 à maintenant, 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centres de dialyse ont été créés. La gratuité des soins est assurée pour 2 500 000 enfants de moins de 5 ans. Cet effort sera accentué, notamment avec la construction du centre polyclinique de l'hôpital principal, des centres hospitaliers nationaux El Hadji Malick Sy de Tivaouane, Alioune Badara Cissé de Saint-Louis et d'oncologie de Diamniadio et du centre hospitalier régional de Ourossogui. En matière de soins de santé de base, la mise à niveau des blocs opératoires et des services de néonatologie sera poursuivie. L'ouverture des blocs et centres de santé est prévue à Thiadiaye, Mékhé, Mbour, Thiès et Kanel. La construction et la réhabilitation de centres, postes de santé, brigades d'hygiène et le renforcement du programme élargi de vaccination figurent aussi en bonne place dans l'agenda gouvernemental. Toujours, dans le but d'améliorer sensiblement la santé de nos concitoyens, le gouvernement se fera un point d'honneur d'appuyer le déploiement et le développement d'entreprises pharmaceutiques.
la relance de l'industrie pharmaceutique est sur de bons rails. L'Agence de régulation pharmaceutique a été créée en avril 2022. Elle a pour objectif d'assurer à l'horizon 2035 la production locale de 50% des vaccins, des médicaments et autres produits essentiels. Enfin, l'amélioration de la santé de nos compatriotes passe par l'augmentation de la qualité des ressources humaines du secteur. En effet, les actions de relèvement du plateau médical seraient vaines sans un personnel de qualité en nombre suffisant et motivé. Le gouvernement poursuivra les efforts de renforcement des effectifs du personnel médical. Mesdames et Messieurs les honorables députés, les inondations constituent un défi majeur que nous impose le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. C'est une préoccupation commune au chef de l'État et à vous-même, honorables élus du peuple. C'est aussi celle de tout le gouvernement. Le combat contre les inondations constitue un autre élément important de la demande sociale à laquelle le gouvernement prête une oreille attentive. Le gouvernement va poursuivre vigoureusement les actions de prévention et de lutte contre les inondations. La bataille contre les inondations ne peut être conduite que de façon résolue, mais elle ne peut être livrée que sur la base d'une stratégie concertée. À cet effet, une politique ferme d'aménagement du territoire est indispensable. Le gouvernement a mis en œuvre un programme décennal de gestion des inondations couvrant la période 2012-2022 et évalué à 767 milliards qui a abouti à des progrès notoires. Dans le cadre du sous-programme gestion des eaux pluviales, la réalisation d'infrastructures de drainage des eaux pluviales à hauteur de 439 milliards a permis de réduire efficacement l'impact des inondations dans plusieurs zones de la région de Dakar et dans d'autres régions comme Kaolack, Diourbel, Thiès, Sédhiou, Kaffrine et Fatick. En 2022, l'État a mobilisé un montant de 26 milliards qui seront portés à 47 milliards destinés à la prévention et à la gestion des inondations. Mieux, le gouvernement va formuler un nouveau programme multisectoriel de lutte contre les inondations 2023-2033, après la finalisation des travaux d'évaluation du programme décennal 2012-2022. Les travaux de restructuration du système de drainage des eaux pluviales du bassin versant de la zone de captage d'un coût de 16 milliards vont démarrer, de même que le projet intégré de sécurité de l'eau et d'assainissement avec une dotation de 5 milliards 700 millions en 2023 qui impactera Koumpentoum, Goudiri, Ourossogui, Kanel et Ranérou. À travers ces différents programmes, le gouvernement entend porter le taux d'accès à l'assainissement à 72% en milieu urbain et 59% en milieu rural. Enfin, les travaux d'assainissement des eaux usées, PAMUR, contribueront à améliorer le cadre de vie des populations de Gandiaye, Nioro du Rip, Guinguinéo, Koungheul, Malem Hodar, Diourbel, Birkila. Il en sera de même à Pikine Est, Rufisque, Cambérène, Touba, Matam et Tambacounda. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'accès à un logement décent reste au cœur des préoccupations gouvernementales parce que le président de la République en porte la vision. Le projet des 100 000 logements est une composante du programme Zéro Bidonville, une initiative au cœur du dispositif opérationnel de la nouvelle politique de l'habitat du gouvernement. Il connaît un début d'exécution satisfaisant avec le démarrage des aménagements, des constructions, du développement de l'écosystème de la construction. Les premiers lots seront livrés avant la fin de l'année 2023. Les prix des loyers avaient continué de connaître une poussée inflationniste qui affecte considérablement les revenus des ménages et qui anéantit les efforts faits pour accroître le pouvoir d'achat des Sénégalais. Les concertations contre la vie chère vont aussi permettre de réduire le prix des loyers des locaux à usage d'habitation, soulageant du coup les budgets des ménages d'une charge jusque-là pesante mais incompressible. Mieux encore, la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement
territoriale et l'application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires permettront à notre pays de renouer avec la prospective territoriale. Le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal rural, PACASEN rural, financé à hauteur de 352 milliards sur la période 2023-2027 par l'État et les partenaires au développement, sera suivi avec diligence dans le but d'améliorer le bien-être des populations par l'accès universel aux services publics de base notamment. L'espace urbain fera l'objet d'une gestion rationnelle pour lutter contre le désordre de l'occupation spatiale. De même, la gestion des ordures ménagères sera mieux prise en charge. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, s'agissant de notre jeunesse, la prise en compte de ses préoccupations et la préparation de son avenir traduisent la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des populations. En effet, ce dernier entend libérer le potentiel de la jeunesse de notre pays. La jeunesse sénégalaise, consciente et exigeante, est un atout lorsque toutes ses potentialités sont valorisées à travers sa réelle implication dans le développement de la société. Sous ce rapport, le gouvernement va développer une synergie positive dans le but de mieux impliquer toute la jeunesse et chaque jeune dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois, la valorisation de notre culture, la protection de notre environnement, le renforcement de la cohésion sociale. Mesdames et Messieurs les honorables députés, l'impossibilité de trouver du travail est souvent perçue, à tout âge, comme un drame personnel et familial. C'est pourquoi le développement de l'emploi doit être notre combat commun. Les Sénégalais s'attendent à nous voir travailler ensemble pour le gagner. Augmenter l'emploi suppose à la fois des créations d'entreprises, notamment manufacturières, et améliorer les compétences techniques de nos jeunes concitoyens. L'emploi et l'auto-emploi des jeunes font partie des préoccupations majeures du président de la République Macky Sall, qui nous a demandé de le prendre à bras-le-corps. C'est pourquoi le gouvernement fait de la qualification professionnelle et de l'accès à l'emploi une priorité, en particulier dans les banlieues et dans les zones rurales. Le gouvernement continuera donc la mise en œuvre des politiques de jeunesse conçues par le président Macky Sall en termes d'éducation, de la formation au métier, à l'image des 3 FPT qui a pris en charge la formation professionnelle et technique des jeunes pour un montant de 167 milliards entre 2015 et 2022. Pour 2023, un montant de 30 milliards est inscrit déjà au budget. Pour les emplois de base, occupés souvent aujourd'hui par des personnes n'ayant pas bénéficié d'une qualification suffisante, le gouvernement va lancer un vaste dispositif de certification professionnelle visant à accroître le niveau de savoir-faire et à aider au passage vers l'économie formelle. Ce dispositif visera de très nombreuses professions, transport, beauté, bâtiment, tourisme, métiers de bouche, sécurité, etc. Il s'agira de mettre en place un système de formation par l'apprentissage en partenariat avec les entreprises, en vue de faciliter la reconnaissance des compétences acquises par le marché du travail. Il a paru au gouvernement que rien ne serait en réalité plus justifié que de redynamiser le secteur privé et assurer son redéploiement dans les secteurs primaires et secondaires pour créer des emplois au profit de nos jeunes. À cet effet, l'impact de l'ADER sera renforcé afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. L'ADER a créé plus de 100 000 emplois directs, 200 000 emplois indirects. Elle va continuer, en plus des nanocrédits et de l'autonomisation, ces actions de financement de projets structurants. L'ADER va renforcer l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles et artisanales, notamment avec les programmes de renouvellement des camions frigorifiques, de financement des boulangeries, de renouvellement du matériel agricole motorisé et de mise à disposition de semences et d'engrais certifiés.
Mesdames, Messieurs les honorables députés, les jeunes de notre pays sont les garants de la perpétuation de notre culture et de nos modes d'expression culturels. Le gouvernement les accompagnera à travers la valorisation de notre patrimoine historique et la matérialisation de la volonté politique du président de la République de doter notre pays d'infrastructures culturelles ayant un fort impact mémoriel et économique. C'est le cas du mémorial Diola, qui sera réceptionné avec des équipements et des contenus muséographiques de référence. Le secteur créatif constitue un gisement important pour l'emploi et la création de richesses. Il constitue également un facteur de préservation de la diversité culturelle et de la promotion de la culture sénégalaise. Le gouvernement va structurer l'écosystème des industries culturelles et créatives par la mise en œuvre d'incubateurs, de projets, notamment dans le domaine de la culture urbaine. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le sport des jeunes constitue une priorité majeure dans le programme de développement de notre pays. Dans le but d'accroître le prestige et l'image du pays, la participation aux compétitions internationales seront davantage considérées. C'est ainsi que le gouvernement entend maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais en l'amplifiant. Mieux, il va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers la professionnalisation et l'organisation des grands événements. Dans le même temps, la modernisation des infrastructures sportives sera consolidée, l'offre sportive sera diversifiée et sa qualité améliorée. Mesdames, Messieurs les honorables députés, comme vous le savez, la jeunesse de notre pays, comme celle du monde, est très sensible à l'environnement, car elle est consciente que son avenir sur la planète est en jeu. Un nouveau modèle de développement économique doit tenir compte, bien plus que par le passé, de la préoccupation de défense et de protection de l'environnement. C'est ainsi que le Centre de suivi écologique, entité accréditée, dispose d'un fonds de 7 milliards financé par le Fonds vert climat pour les porteurs de projets verts. Le BRT, du fait de son label de protection de l'environnement, dispose aussi d'un financement de 37 milliards de ce même fonds. Le plan Sénégal émergent met la question environnementale au centre de sa stratégie de développement, par la promotion des cultures moins consommatrices en énergie et en eau, mais aussi par l'imposition aux sociétés extractives de cahiers de charges exigeants sur la remise en état de leur zone d'activité. Le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique dans le but de renforcer la protection de nos écosystèmes environnementaux avec une stratégie particulière de protection des milieux marins, surtout dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, sur la période 2021-2024, un montant de 28 milliards. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'ambition du gouvernement, le désir du chef de l'État est de maintenir et consolider la cohésion sociale de notre pays. C'est une condition de la démocratie et une exigence de notre marche vers l'émergence. Cette cohésion sociale tire sa racine du plus profond de notre histoire et de notre héritage. Elle doit être préservée à chaque instant. Nos compatriotes ont clairement exprimé leur attachement à la paix et à la démocratie. Il nous incombe de ne pas les décevoir. La tâche qui est devant nous est immense. La division entre Sénégalais serait un handicap insurmontable. Les jeunes de notre pays seront le ciment de la construction et du renforcement de la cohésion sociale. Ils sont amenés à jouer un rôle prépondérant dans la vie de la nation. Le gouvernement mettra en place un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente et responsable qui s'investit pleinement dans la construction de notre société, dans la paix et la stabilité. Si l'on veut mener à bien des réformes importantes pour notre avenir, nous ne devons pas apprendre aux jeunes à cultiver des divisions.
Nous devons nous rassembler autour de l'essentiel. Il nous faut marcher ensemble, la main dans la main. Quoi que puissent être nos opinions et nos divergences politiques, tout ce que nos concitoyens souhaitent, c'est que les choses marchent, que l'économie se développe, que les entreprises prospèrent, que des emplois se créent, que les jeunes travaillent et que tout le monde puisse s'épanouir. Nous devons tous y travailler, quelle que soit notre appartenance sociale, politique ou religieuse. Partout et tout d'abord dans les écoles et les quartiers, les valeurs du Sénégal seront promues pour vulgariser l'esprit de tolérance, les principes démocratiques du vivre ensemble. Naturellement, la jeunesse de notre pays est sensible à l'exemplarité. Dès lors, le gouvernement appelle tous les acteurs de référence de la vie politique, économique, sociale et culturelle à donner l'exemple d'un comportement éthique dans les domaines du respect de l'ordre constitutionnel et dans celui de la confrontation pacifique des idées. La politique que le gouvernement vous propose, conformément aux instructions du président de la République Macky Sall, est celle du progrès économique et social, dans la paix et dans la stabilité. Elle doit s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de la nation. Notre méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous. Le gouvernement prendra toute sa part dans cette démarche exigeante. J'ai demandé à tout le gouvernement, à chacun des ministres, d'être constamment à l'écoute de la représentation nationale et des populations, et surtout des jeunes. Le Sénégal dont nous rêvons, c'est le Sénégal que nous construirons ensemble avec notre jeunesse. Pour réaliser nos ambitions, conformément aux instructions du président Macky Sall, nous proposons aux jeunes et nous proposons à l'ensemble des Sénégalais la promotion de notre modèle de dialogue social, solidement ancré dans le consensus et le sens des responsabilités. Dans cette perspective, le gouvernement est disposé à écouter, à dialoguer et à bâtir des consensus. Il ouvrira, chaque fois que de besoin, des concertations avec tous les acteurs de la vie économique et sociale. Dans le cadre de ces concertations permanentes, toutes les questions pourront être abordées et résolues pour libérer notre potentiel, notre créativité et nos talents dans tous les domaines de la vie de notre chère nation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le Sénégal de combat, le gouvernement de combat sera un gouvernement de consolidation, un gouvernement à l'écoute des populations. Il sera enfin un gouvernement résolument engagé vers l'émergence. À ce titre, il se fera fort de restaurer et accentuer la dynamique de croissance. Les crises internationales ont fini de convaincre les plus sceptiques que nous vivons dans un monde profondément interdépendant. En réalité, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a fait face simultanément à 4 crises combinées. Une crise sanitaire, une crise économique, une crise énergétique et une crise climatique. Ces crises d'origine externe sont autant de défis pour le gouvernement, dont le rôle de protection des citoyens et des entreprises a été sollicité à un niveau jamais égalé. Le président de la République Macky Sall a déployé des efforts exceptionnels pour soutenir les populations et maintenir l'activité économique durant les crises. À présent, l'économie nationale a besoin d'un regain de dynamisme. Dès lors, une tâche historique de progrès attend le nouveau gouvernement. Il est vrai que beaucoup a été fait. Je dirais que je suis parfaitement conscient de l'œuvre immense qui a été accomplie, mais ces efforts ne doivent pas masquer l'ampleur des réformes que le pays espère et que nous allons entreprendre avec vous. Au lieu de se complaire dans l'autosatisfaction, le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action est résolument tourné vers la recherche du mieux au profit des Sénégalais. Au demeurant,
L'ensemble des réformes envisagées seront évaluées et intégrées dans la nouvelle version du plan Sénégal émergent. Car, en vérité, au moment de la conception du plan Sénégal émergent, que nous implémentons depuis bientôt 10 ans, il avait été fait volontairement abstraction des découvertes de pétrolières qui venaient d'être effectuées. Maintenant que l'exploitation pétrolière et gazière va entrer dans sa phase de production, le moment est venu de prendre en construction, dans une démarche prospective et inclusive, l'impact direct et indirect de ces ressources sur notre économie et donc sur le plan Sénégal émergent qui constitue le référentiel unique de nos politiques publiques et le cadre d'action du gouvernement à l'horizon 2035. Cette adaptation notable du plan Sénégal émergent est d'autant plus nécessaire que les crises et les mutations notées au niveau sous-régional et international ne sont pas sans effet sur la réalité économique et sociale interne de notre pays. Pour prendre en compte l'ensemble de ces changements majeurs, mais aussi procéder à une évaluation d'étape, il est primordial d'actualiser le plan Sénégal émergent, de l'adapter aux circonstances nouvelles et de le réorienter pour qu'il continue d'être la boussole qui nous permet de naviguer, d'avancer et surtout de tenir le cap, conformément à la vision ambitieuse d'émergence proposée et portée par le président Macky Sall. Aussi, le gouvernement va-t-il procéder à la réécriture du plan Sénégal émergent? La nouvelle version sera finalisée au cours du premier semestre de l'année 2023. Et comme pour la version de base, l'ensemble des acteurs, administration, universités, société civile, patronat, syndicats, partis politiques, ainsi que les partenaires au développement seront impliqués. Ce projet sera présenté aussi à l'Assemblée nationale. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3, 2024-2028, seront intégralement mobilisées. Pour renouer avec une croissance forte et constante, le gouvernement va générer une marge de manœuvre budgétaire significative, renforcer le développement du secteur privé et faire profiter davantage notre économie du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, le premier facteur qui va conforter le gouvernement dans son engagement résolu vers l'émergence est l'amélioration de la gestion des finances publiques, dans le but de renforcer notre système économique et asseoir les bases d'une croissance soutenue. Dans ce cadre, la volonté du gouvernement est de dégager, sans tarder, des marges de manœuvre budgétaires fortes permettant de réaliser une croissance économique plus robuste. C'est pour nous une priorité absolue. Le gouvernement est déjà à pied d'œuvre pour vous proposer une série de projets de réforme pour améliorer la gestion budgétaire et fiscale. La maîtrise des dépenses publiques s'impose car tout alourdissement de la dette publique affectera notre croissance économique. C'est ainsi que le gouvernement va continuer sa politique d'optimisation de la dépense publique à travers principalement la réduction de son train de vie et la rationalisation de son mode de gestion. Dans ce cadre, des économies substantielles ont été déjà réalisées sur certaines dépenses, telles que les charges de téléphone, logement, conventionnel et véhicules. Le président de la République, Macky Sall, m'a donné instruction de poursuivre cette rationalisation pour augmenter les marges de manœuvre budgétaires. En outre, il est nécessaire d'accroître la qualité de la dépense. En effet, il est vital que le gouvernement élimine certaines dépenses publiques, rende les prestations de services plus efficaces et réaffecte les ressources publiques à des usages plus productifs. Aux ministres et aux directeurs généraux, je donnerai qu'une consigne. Ne dépensez pas plus, dépensez mieux. Toujours, dans le cadre de la continuation de l'assainissement budgétaire, la dette publique sera stabilisée. Notre pays continue de bénéficier de la confiance de la communauté financière internationale. Il présente un profil de risque modéré grâce à une gestion prudente de son endettement, notamment. Le gouvernement a reçu mandat du président de la République Macky Sall de poursuivre sa politique prudentielle
prudentielle d'endettement, privilégiant le recours aux emprunts concessionnels. La création de marges de manœuvre, de marges budgétaires importantes passe aussi par une mobilisation accrue de ressources intérieures. C'est ainsi que le gouvernement va accélérer la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme, qui fédère et coordonne l'action des services de l'État pour une mobilisation efficiente des ressources publiques et finaliser les réformes des administrations fiscales et douanières, notamment par l'atteinte de la maturité digitale dès 2023. En outre, le gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. 10 ans après la dernière réforme fiscale, l'heure est venue de procéder à l'évaluation et d'adapter le Code général des impôts aux enjeux de l'heure. De larges concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive pour associer l'ensemble des partenaires à la réflexion et à l'incubation de ce que sera le nouveau dispositif fiscal. Par ailleurs, conformément aux engagements du président de la République Macky Sall, le gouvernement travaillera à mobiliser davantage de financements extérieurs en les alignant sur les politiques nationales de développement et en veillant à la viabilité de nos finances publiques. Enfin, le gouvernement va réadapter les instruments de mesure et de prospective. Ainsi, dès le début de l'année 2023, il sera procédé, conformément aux standards statistiques, au changement de l'année de base des comptes nationaux, le rebasing, permettra de remplacer la base référentielle 2014 afin de refléter au mieux la structure actuelle de l'économie et le niveau du produit intérieur et de ses composantes. En outre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat sera effectué en 2023 afin que tous les projets et programmes sociaux annoncés par le gouvernement soient mieux éclairés par un système d'information moderne et fiable. Il sera établi un diagnostic exhaustif du volume, de l'état et de la structure de la population résidant sur le territoire, ainsi que des flux migratoires. Le recensement permettra également de renseigner les indicateurs pour le suivi et l'évaluation du PSE, de la capture du dividende démographique, de l'évaluation, ainsi que de l'évaluation des projets et programmes de développement. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le deuxième élément qui va renforcer l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence et permettre à notre économie de renouer avec la croissance consiste à consolider le développement du secteur privé et favoriser la vitalité de nos entreprises. L'effort entrepris à ce sujet par le gouvernement précédent sera continué et accru. La stratégie de développement du secteur privé a été élaborée dans une démarche participative et inclusive. Elle sera adossée à une loi d'orientation en cours d'élaboration. Nous allons poursuivre la profonde transformation structurelle de notre économie voulue par le président de la République Macky Sall et engagée à travers le plan Sénégal émergent. Le gouvernement va accroître les infrastructures pour relancer la dynamique de l'économie et générer des emplois. Au fait, des infrastructures de qualité représentent un avantage compétitif décisif pour l'économie. La construction des routes, des voies ferrées, ainsi que des équipements de production, de réseaux de distribution d'énergie et d'eau est une base importante pour notre développement. Le gouvernement continuera la tâche entreprise dans ce domaine. La modernisation des infrastructures routières et ferroviaires exigera un service de transport adapté à la nouvelle plateforme infrastructurelle. Dans ce cadre, il sera mis en place un programme de restructuration du réseau de transport urbain et semi-urbain avec le renouvellement des parcs automobiles, notamment les taxis et les gros porteurs, en conformité avec la redéfinition de l'organisation et du fonctionnement du CETUD. Le gouvernement veillera particulièrement à ce que les infrastructures soient mieux gérées pour garantir la pérennité. Nous savons tous que lorsqu'elles sont bien entretenues, les infrastructures ont des effets importants et positifs sur la croissance et la réduction de la pauvreté et procurent des avantages budgétaires et économiques indéniables à long terme. Il va de soi
que les infrastructures portuaires occupent une position particulière, eu égard à la position géographique de notre pays. Elles seront rénovées et leurs capacités accrues. Pour le reste, la modernisation des processus et des procédures est une nécessité pour améliorer la performance et la compétitivité du port de Dakar. Mais l'amélioration de la qualité des services au niveau de Dakar ne peut être assurée que par la mise en service de nouveaux ports. Le port du futur à Ndaya et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou seront rendus opérationnels respectivement en 2023 et en 2024. Pour décongestionner le port de Dakar, l'ambition est de développer le transport maritime et hisser notre pays à l'échelle des meilleurs standards internationaux. Toutefois, le nécessaire développement des capacités portuaires du Sénégal doit être accompagné d'études d'impact rigoureuses afin de ne pas causer des dommages irréversibles à l'environnement et en particulier ne pas aggraver l'érosion côtière. En définitive, ce développement doit reposer sur une stratégie cohérente et pertinente qui prend en compte toutes les problématiques inhérentes à la mise en place d'un hub portuaire au Sénégal. C'est le lieu de rappeler que le Sénégal est un pays maritime et nous devons nous approprier ce destin lié à cette posture géographique pleine d'opportunités. À travers une politique maritime globale et cohérente qui prend en compte toutes les dimensions de ce secteur à fort potentiel de croissance et d'emploi pour les jeunes. En effet, la pêche, les activités portuaires, la construction navale, le tourisme balnéaire, les sports nautiques comportent des niches importantes en matière d'emploi des jeunes. Mesdames et Messieurs les honorables députés, le troisième facteur de consolidation de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence consiste à soutenir les entreprises nationales et la production locale. À ce propos, le numérique constitue une grande opportunité à saisir. Les start-up, de véritables vecteurs de développement à soutenir. Dès lors, j'entends poursuivre et améliorer l'œuvre déjà accomplie par le gouvernement précédent dans le domaine de l'économie numérique. En réalité, pour bâtir une économie plus résiliente, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, notre pays devra prendre des mesures fermes et audacieuses afin de soutenir le développement de l'économie numérique. En effet, le numérique présente d'innombrables opportunités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale que notre pays doit saisir. Le président de la République, Macky Sall, a manifesté sa ferme volonté de promouvoir la créativité, l'innovation, l'utilisation des technologies numériques. C'est ainsi que, sur proposition du gouvernement, votre auguste Assemblée avait voté en 2020 la loi relative à la création et à la promotion des start-up. La mise en place du cadre réglementaire sera accélérée, suivie de sa mise en œuvre. Le développement de l'entreprise et de la production locale passe aussi par la promotion de l'industrialisation, qui sera renforcée dans le cadre du démarrage de l'agropole sud et de la seconde phase du projet de plateforme industrielle. Le président de la République, Macky Sall, considère que l'industrie sera la base économique et le fer de lance de notre politique de développement. D'autant plus que la demande de produits industriels augmente sans cesse dans notre pays et au niveau mondial. C'est ainsi que le développement de l'industrie de base sera l'épine dorsale du programme économique du nouveau gouvernement. Au surplus, le développement de l'entreprise et de la production locale reste une condition essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le gouvernement entend maintenir le cap pour concrétiser la vision du président Macky Sall dans le domaine de la souveraineté alimentaire, notamment à travers la diversification et la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire connaîtra son début d'exécution en 2023. Elle permettra d'accélérer la marche vers la réalisation de la souveraineté alimentaire. Le projet de deuxième recensement national de l'agriculture fournira des données agropastorales, alimentaires et nutritionnelles fiables et à jour.
Dans le domaine agricole, le gouvernement a reçu mandat de sécuriser la base productive et de développer les infrastructures rurales pour renforcer les productions qui ont permis de couvrir nos besoins en céréales de 93% et en riz de 63%. En effet, 405 824 tonnes de riz paddy en 2012, la production est passée à 1 300 26 761 tonnes en 2021, alors que la production des fruits et légumes a atteint 1 583 000 tonnes. Le gouvernement va augmenter les investissements agricoles. En ce sens, l'accent sera particulièrement mis sur la consolidation des acquis de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance, la diversification et le développement des cultures céréalières et de la filière agricole, l'amélioration de la compétitivité de l'arachide, la poursuite des actions d'aménagement hydro-agricole. En 2023, le gouvernement va aménager une superficie de 3 709 hectares à travers le projet de développement rural de Savoie, le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness, PEDIDAS, le projet de construction du riz irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, le projet d'appui aux exploitations familiales de Matam. La SAED mettra en œuvre une superficie de 150 millions d'hectares, dont 110 000 hectares en riz pour une production de 749 000 tonnes de riz paddy, 3 466 hectares pour 103 000 tonnes de tomates, 9 883 hectares pour 246 000 tonnes d'oignons, 3 050 hectares pour 17 000 tonnes de pommes de terre, 3 500 hectares pour 66 000 tonnes de patates douces. La SODAGRI, à travers le projet régional d'irrigation dans le Sahel, va élaborer 10 plans d'occupation et d'affectation des sols complémentaires au niveau de la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. À travers le projet de développement agricole en tiers sud, elle va réaliser des travaux d'aménagement des bas-fonds de 620 hectares dès le début du mois de janvier 2023 pour une durée de 6 mois. Grâce à la réalisation de ces projets, la SODAGRI pourra en 2023 accompagner la mise en valeur de 250 000 hectares de riz, poursuivre la diversification avec l'accompagnement de 60 000 hectares de maïs et 500 hectares de foignons. Pour la filière lait, la production annuelle est passée de 184 millions de litres en 2012 à 284 millions en 2021, tandis que la production de viande de volaille ressort à 1263 tonnes en 2021 contre 548 en 2012. À ce sujet, l'accès aux ressources génétiques de qualité sera renforcé. En ce qui concerne la filière bétail-viande, l'amélioration de la productivité pondérale et numérique du bétail sera accentuée. À propos de la filière cuir et peau, l'achat de matériel d'équipement de cordonnerie, maroquinerie, la construction d'une tannerie et la formation des acteurs en tannage moderne seront réalisés. Ces démarches seront complétées par l'organisation de ces filières et la modernisation des équipements de transformation. La pêche continue d'occuper une place dans le PSE avec des exportations de 270 000 tonnes et en valeur de plus de 250 milliards. Quant à la production aquacole, elle s'établit en 2021 à 1236 tonnes. Ces résultats seront consolidés grâce à la consolidation et à la mise aux normes de plusieurs infrastructures d'appui à la production et à la transformation. Merci. Notre pays dispose d'atouts majeurs que nous devons davantage mettre en valeur pour nous doter d'un secteur primaire puissant et compétitif. Toutefois, nous ne résoudrons pas tous nos problèmes.
notamment en vue de la souveraineté alimentaire, sans de profonds changements dans nos habitudes et dans nos mentalités. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur la valorisation de nos produits à travers la promotion du consommé local. Par ailleurs, le développement de l'entreprise et l'éclosion d'un secteur privé passe par la promotion de l'artisanat et la restructuration du secteur informel, qui sont de véritables facteurs de croissance et d'inclusion sociale. La restructuration du secteur informel va créer des emplois dans la dynamique de la transformation structurelle de notre économie, induite par le plan Sénégal émergent. L'artisanat, en plus de valoriser notre savoir-faire traditionnel, se présente comme une alternative à la déscolarisation, au désœuvrement des jeunes, au chômage. Il contribue à la création d'emplois et au renforcement de l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est dire que le combat contre le chômage, le sous-emploi et l'exclusion est la première des urgences. C'est celle à laquelle le chef de l'État attache le plus grand prix. La création en 2020 du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel n'est pas anodine. Sur instruction du président de la République Macky Sall, le gouvernement va réactualiser la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Cette stratégie vise à renforcer l'organisation et les compétences techniques des acteurs afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'éclosion d'un secteur privé puissant et la restauration d'une croissance durable sont largement tributaires aussi de l'accès au financement. Dans la perspective du financement du programme des 100 000 logements sociaux et la constitution progressive de fonds de bonification intergénérationnelle issus des recettes pétrolières, l'État du Sénégal a une occasion historique de se doter d'une grande banque publique pour une meilleure inclusion financière. Le gouvernement va donc vous proposer la création d'une grande holding bancaire pour appuyer le développement de nos entreprises. Cet établissement va intégrer l'ensemble du portefeuille bancaire de l'État et consolider ses actifs. Il sera assez robuste pour contribuer de façon substantielle au financement des champions locaux ainsi que des PME, PMI. La mise en place d'une holding bancaire à capitaux sénégalais renforcera le niveau d'inclusion financière dans le pays, en particulier des couches visées par les filets sociaux, fera de notre pays une place financière forte dans la zone UEMOA et contribuera à la restauration de la souveraineté du pays à travers un renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Sous ce même registre, le gouvernement s'emploiera à mettre en œuvre sa stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026, validée en 2022 par le président de la République, afin d'assurer un meilleur accès et une utilisation adéquate des services et produits financiers adaptés aux besoins des populations adultes et des entreprises. L'enquête sur la situation de référence de l'inclusion financière au Sénégal fait ressortir que plus de 50% des ménages et 35% des entreprises au Sénégal n'ont pas accès aux services financiers. Avec comme principale cible les populations rurales, les femmes, les jeunes, les micro et moyennes entreprises. La mise en œuvre effective de la stratégie nationale d'inclusion financière permettra d'atteindre, sur un horizon de 5 ans, un taux d'inclusion de 65% des adultes et de 90% pour les entreprises. L'économie sociale et solidaire est un facteur d'inclusion financière et de création d'emplois durables. Elle mérite de ce fait une attention toute particulière. J'engage le gouvernement à accompagner ce secteur, porteur d'un modèle de développement harmonieux et intégral, de le soutenir davantage dans une dynamique de structuration, d'organisation et d'expansion. Aussi, le gouvernement va-t-il renforcer les actions de promotion
et de valorisation de cette forme d'entreprendre séculaire est bien ancrée dans nos traditions. Le gouvernement s'engage aussi à financer l'entrepreneuriat. Autrement, il va davantage renforcer le tissu entrepreneurial, concourant à l'atteinte des objectifs de croissance inclusive et de la création massive d'emplois viables. L'assistance technique, la formalisation et l'adoption de technologies seront renforcées par le biais du fonds à frais partagés, la formation du 3FPT, l'accès au financement des jeunes. L'entrepreneur sera consolidé grâce au concours du mécanisme de garantie du FONGIP, de l'appui à l'autonomisation de l'ADER, du FONSIS et des subventions de contrepartie de l'ADPME. Mesdames, Messieurs les honorables députés, c'est avec le même souci de regarder vers l'avenir que j'en viens à l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, celle de la production de pétrole et du gaz dans notre cher pays. Il s'agit là d'une opportunité énorme pour notre économie, notre secteur privé, nos entreprises et nos travailleurs. Là encore, il nous revient de dessiner les contours du Sénégal de demain, en organisant le supplément de croissance autour de la production des hydrocarbures et une équitable répartition de ses fruits. La politique énergétique qui est en train d'être mise en œuvre se fonde sur la vision du président Macky Sall, déclinée dans le plan Sénégal émergent. C'est ainsi que des chantiers d'envergure sont en cours, des résultats importants notés et des perspectives crédibles sont envisagées. Le développement des projets en lien avec les découvertes avance à grands pas. Le projet de Sangomar est à 67% de taux de réalisation. La date du First Oil est prévue à la fin de l'année 2023. Le projet de GTA a un taux de progression de 83% à fin août 2022. Le First Gaz est prévu en début de l'année 2024. Par ailleurs, le dispositif d'approvisionnement en produits pétroliers sera davantage sécurisé à travers l'augmentation de nos capacités de raffinage, de stockage et de distribution de produits pétroliers. En outre, le réseau gazier du Sénégal, qui constitue l'infrastructure nationale de transport terrestre du gaz local, a été créé en 2019 avec le concours du FONSIS, de la Sénélec et de Petrosen. Avec notre entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz, notre système d'offre d'électricité sera renforcé à travers le développement de projets de centrales avec des sources diversifiées, à l'effet de sécuriser la disponibilité de la fourniture électrique, mais également de baisser les coûts. Des nouvelles unités de production utilisant le gaz local seront construites pour assurer la sécurité énergétique. De même, les réseaux de transport seront renforcés pour assurer le maillage du pays et résorber le déséquilibre en matière d'accès à l'électricité, notamment en milieu rural. L'accès de tous les Sénégalais, à une énergie fiable et à moindre coût reste pour le gouvernement un objectif de premier ordre. Enfin, la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables sera renforcée. Au-delà de la rente des hydrocarbures, l'avantage comparatif dont va tirer profit notre pays est le développement de l'écosystème du pétrole et du gaz, ainsi que la promotion du contenu local. Gage d'une participation équitable des entreprises et de la main-d'œuvre nationale dans l'exploitation de nos ressources. Le développement du contenu local va permettre d'accroître la participation des investisseurs sénégalais dans le secteur, avec pour effet un accroissement de la valeur ajoutée dans l'économie nationale, ainsi que la création d'emplois locaux. Dès lors, le gouvernement va favoriser l'utilisation des biens et des services nationaux, ainsi que de la main-d'œuvre locale dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Le président de la République
a déjà institué un fonds d'appui au développement du contenu local qui a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises et des ressources humaines locales aux fins de les rendre compétitives sur le marché pétrolier et gazier. De même, le fonds intergénérationnel qu'il a créé va réaliser des investissements au profit des générations futures et nous préparer déjà à l'après-pétrole. Notre pays améliore sans cesse la gouvernance économique, notamment à travers une meilleure gestion des systèmes de gestion et de partage de l'information dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Les avancées significatives dans ce domaine sont régulièrement saluées par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, à laquelle le Sénégal adhère depuis 2013. Enfin, la diplomatie sénégalaise constitue un véritable facteur de croissance de notre économie et un vecteur de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence. Ce dernier mettra la politique étrangère et la contribution des Sénégalais de l'extérieur au service de nos intérêts économiques. Parce que justement, l'économie doit davantage profiter du rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Sur le plan bilatéral, le gouvernement va diversifier les partenaires du Sénégal, conformément à la doctrine du partenariat, sans exclusive ni exclusivité, dans le seul but d'attirer les investissements étrangers, créateurs d'emplois et de richesses partagées. Il travaillera à l'approfondissement de notre coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels. Il explorera aussi des pistes de coopération avec les autres pays, tels que les pays émergents d'Asie, de l'Amérique latine et naturellement accentuer nos relations avec les autres pays africains. À ce propos, le redéploiement du chemin de fer permettra de mieux connecter le Sénégal au reste de la sous-région. L'inauguration prochaine de la Maison des Nations Unies à Diamniadio va renforcer le statut de Dakar comme plateforme des activités onusiennes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au demeurant, la demande mondiale de tourisme a profondément évolué depuis les années 80, quand le Sénégal avait bâti sa politique touristique avec succès. À présent, l'offre mer-soleil n'intéresse que peu les nouvelles populations touristiques. Elle doit être complétée par une stratégie axée davantage sur le tourisme vert, le tourisme de découverte, le tourisme patrimonial, historique, le tourisme culturel, gastronomique. C'est pourquoi le gouvernement est chargé de mettre au point ces nouvelles prestations, repenser notre offre et développer les nouvelles compétences. Un plan touristique, Destination Nouveau Sénégal, sera élaboré à cet effet. Pour traduire ces orientations, je souhaite que les partenaires sociaux conduisent la réflexion en associant les professionnels, les universités, le système de formation des professionnels. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le Sénégal est l'un des principaux pays africains bénéficiaires de fonds de ses ressortissants à l'étranger, dont le flux représente environ 10% de notre produit intérieur brut. Ces derniers, orientés essentiellement vers la prise en charge des dépenses sociales des familles restées au pays, sont un vecteur de développement puissant pour stimuler notre économie. Le gouvernement va améliorer la prise en charge des besoins de la diaspora. La vision du président Macky Sall à ce sujet sera matérialisée par le plan d'orientation stratégique qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens à l'étranger de véritables acteurs de développement. Le gouvernement continuera d'aider à orienter les transferts de nos immigrés vers des investissements économiquement rentables. Il va aussi assurer une meilleure protection dans le pays d'installation et faciliter le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l'étranger. De nombreux compatriotes vivant à l'étranger ayant acquis des compétences et une expérience qui seraient précieuses pour notre pays et qui aimeraient y revenir ne le font pas faute de conditions d'accueil satisfaisantes.
y compris dans le secteur agricole. C'est pourquoi le gouvernement va mettre en place un plan retour au pays comme entrepreneur, visant spécifiquement les membres de la diaspora qui souhaitent créer leur propre entreprise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Madame, Messieurs, je voudrais conclure. En effet, telle est la substance du programme de travail que le gouvernement s'est déjà attelé à exécuter sous la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Le gouvernement, placé sous ma coordination, privilégiera toujours le travail sur les activités superflues. Il ne se laissera pas distraire par les débats sans lendemain. Nous serons jugés sur les actes positifs que nous aurons posés dans l'intérêt du Sénégal et non sur les émotions négatives qu'on aura suscitées ou entretenues. En cas de profonde divergence, ne cherchez pas à avoir raison, mais à être en paix, comme nous l'enseignent les sages. Nous devons bien communiquer avec nos compatriotes sur l'ensemble des questions, dans le respect et la bienveillance. Par notre conduite exemplaire en tant que ministres, parlementaires, élus locaux, représentants de l'administration, nous contribuerons à élever le niveau de conscience républicaine et citoyenne dans notre pays. La nation sénégalaise nous observe et attend de nous responsabilité, détermination et action. Il nous incombe, par l'exemple, de créer les conditions de la réussite. À vous, distingués représentants du peuple, qui constituez cette auguste assemblée, au regard de vos qualités humaines et morales, je vous dis, dans ce temple de la démocratie qui, depuis sa fondation le 20 août 1960, impose à ses membres d'être à la hauteur de leur mission. Que le gouvernement se présentera régulièrement pour rendre compte de l'avancement du programme de travail que je suis venu vous exposer aujourd'hui. Je vous exhorte également, députés de la majorité, de l'opposition, comme non inscrits, à exercer pleinement votre mission de contrôle de l'action gouvernementale de façon consciente et responsable, professionnelle et éthique, dans le respect et la bienveillance. Le gouvernement qui porte cette mission sous l'autorité du président Macky Sall est constitué d'hommes et de femmes de très grande qualité qui ont à cœur de travailler pour le bien et l'intérêt du Sénégal. Je les invite à se concentrer sur l'essentiel et à partager l'information dans la clarté et la transparence. Il n'y a aucun intérêt à dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, car elles sont la chose la mieux partagée dans notre village planétaire. Il y a des risques qui pèsent sur notre sécurité dans le Sahel, des convoitises qui sont attisées par les nouvelles découvertes de pétrole et les nouvelles ressources pétrolières et gazières. D'autres défis nous interpellent sur le plan sanitaire, environnemental et de la cybersécurité. Et nous devons les affronter avec courage et lucidité. Le Sénégal est à la fois un pays de la teranga et du djom, de l'hospitalité généreuse et de l'héroïsme sans complaisance. Il fera rayonner son génie à la face du monde si ses enfants se concentrent sur l'essentiel au lieu de s'entre-déchirer. L'humanité n'est accomplie que lorsque les femmes et les hommes, placés sur le même pied, se complètent en mettant en synergie leurs différences. Les Sénégalais ne peuvent pas se développer sans les Sénégalaises et vice-versa. Nous devons davantage écouter les besoins des femmes en termes de reconnaissance de leur personnalité, d'autonomie et de liberté. Nos jeunes aussi ont soif de liberté et ont fort besoin d'expression de leur génie créatif dans tous les domaines. Écoutons-les, motivons-les
Impliquons-les en toute confiance. Les temps changent, le monde évolue très vite et c'est normal qu'ils veuillent apporter avec leur énergie leur contribution à l'édifice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, avec votre permission, je vais clôturer la déclaration de politique générale par une profession de foi. Mon engagement est basé sur une conviction forte et un sens élevé des responsabilités. L'intention qui sous-tend mon action au quotidien est d'agir au mieux pour contribuer de manière significative à la satisfaction des besoins des Sénégalaises et des Sénégalais, en traduisant en actes impactants la vision d'un illustre parmi nous, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à qui le tout miséricordieux a confié les destinées de notre cher Sénégal. En conscience, je fais mienne de cette sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ, que je cite. Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'ai été particulièrement sensible à votre aimable attention et vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Vous pouvez continuer en wolof, s'il vous plaît. ngeen may ma tuuti rek ginnaaw bi ma leen nuyoo ma tënk liñ fi jot a wax ci tubaab ci kàllaama wolof may nuyu président assemblée nationale di nuyu honorable député yi fi toog gouvernement bi ñëw seet si leen tey te constitution bi ci benn ci ay article am xamal ni bu ñu tegee gouvernement balaa ñetti weer war na ñëw ci assemblée nationale wax programme mu travail am sunu programme mu travail nag ni charte réew mi tëddee mooy président de la république moom mooy définir politique bi gouvernement bi mettre ko en œuvre gouvernement bi nga xam ni tey yàlla dafa dogal président wax ma naa ko coordonnel parce que loolu moom mooy tur bi gën a yelloo bi ñu war a tuddee premier ministre ci sunu réew mooy kii coordonné fexe ba ñëpp mën a ànd ñëpp mën a liggéey doon benn li gouvernement bi bëgg a def dafay continuer d'abord li nga xam ne ñu ngi ko fi doon def te ñu gis ci ay succès ci domaine yëpp ma lim ko fi léegi ci kàllaama nasaraan moo xam ci paj mi moo xam ci école yi moo xam ci autoroute yi moo xam ci tali moo xam ci piste rurale moo xam ci li ñuy liggéey pour yërëm askan bi lépp gouvernement bi def na ci ay jéego yu am solo yi mujj yi balaa Covid bi di dugg Sénégal tegaleen fi loo xamante ni indépendance ak léegi amu ko bi Covid bi duggee Sénégal bokk na ci réew yi néew yi nga xam ni seen koom-koom delluwul ginnaaw donte nag lañ daan am amuñu ko woon ci at yooyu mais bi nga xam ni président defal na PAP 2 ans ndax PAP 2 la ñu amoon ñu yokk ci accéléré jël alal ju bari jox ko def ko ci économie bi loolu tax na ba réew mi delluwul ginnaaw adduna nag toll ci ay xat-xat gouvernement bi boo xaymaa li réew mi am ci alal ñu koy woowe produit intérieur brut daanaka téeméer yoo jël juróom yi def na ko ci subvention bariwul ci àdduna réew yi ñu ko ëppale
muy juróom-ñaari téeméeri milliards yoo xam ne def nañ ko ndax bu dul woon loolu fii ñu toll nii ku fay ci courant ñaar fukk xamal ni gouvernement bi jëlalal ci 30% mooy juróom-benn yi gouvernement la ko jël kii fanweer yi gouvernement bi moo la ko jël kooku lu am solo la essence bi noonu ceeb bi noonu suukar bi noonu diwlin bi noonu loolu nag lu metti la dinañ ko continuer ci 2023 mais dinañ ko yemale ci 450 milliards ndokk nag bi nga xam ne ci àdduna bi tey gis nañu ni mbir mi coono bi mi ngi wàññeeku waaye Sénégal moom yàlla xéewale na ko ci li nga xam ne borom xam-xam yi xalaat nañ ko mooy at bii di ñëw koom-koom bi dina yokku ci loo xam ni réew mi musu koo am wala bu ko amee it fàttalewuñu ko ci wàllu statistique muy 10%. incha allah yokk boobu koom-koom bi dana yokk président delloo war na ko réew mi yëpp mi ngi ci salaire yi mi ngi ci paj mi ngi ci liy tabax réew mi et incha allah loolu gouvernement bi dina ci continuer leneen li nga xam ni gouvernement bi dina ko def mooy réew kenn du ko tabax ci benn fan wala ci benn weer dañ koy waajal moo tax président bi muy def plan Sénégal émergent daf ko def ci horizon bu gudd 2035 muy ñaar fukki at réew yëpp noonu lañ leen defare mu ñëw am yéene ci Sénégal dafa teg loolu ñu ngi jëm ci 3e plan bi bu soobee yàlla mooy 3e programme bi gouvernement bi dina ko def balaa weeru juin bii di ñëw jébbal ko président de la république mais balaa boobu sant nañ ci waxtaan ak askan bi yëpp andi ko fii ci assemblée waxtaan kook yéen ba nga xam ni ku ci ne Sénégal bi nag joxe ci xalaatam bu ñu paree ñu tënk ko jox ko bu boobaa ñu mettre ko en exécution ñuy leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen sant nekk à votre disposition gouvernement bi loolu lañ leen sant loolu la ñu président sant waxtu wu ñu assemblée tax soxla nañu ñëw waaye bu dul assemblée it sénégalais bu ñu soxla war nañ ko ubbil bunt waxtaan ak moom déglu ko lu ñu mën ci faj aajoom ñu faj ko lu ñu mënul it ñu dalal xelam conseiller ko yebal ko fu ñuy faje aajo yi ma leen di sant di leen gërëm. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte. Je voudrais auparavant vous informer que la conférence des présidents a organisé le débat et réparti le temps fixé pour la discussion générale, suivant la méthode du quotient. Pour le premier tour, la répartition du temps de parole est la suivante. Benno Bokk Yakaar 105 minutes. Yewwi Askan Wi 67 minutes. Liberté, démocratie et changement 34 minutes. Non inscrits 4 minutes. Je précise que la distribution interne des temps de parole a été effectuée par les groupes parlementaires et les non inscrits. Voilà la liste